je travaillais, c'était une fin d'après-midi, et puis la nuit commençait à tomber, ça devait être en hiver. Je me suis aperçu que quelques collègues s'étaient transformés. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, ils ressemblaient presque plus à des morts-vivants qu'à des collègues. Ils s'étaient complètement transformés et ils étaient lents. Donc ça me laissait quand même une certaine liberté. Alors à un moment, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je les dégage de là. Je suis parti dans le placard à balai, là où les femmes de ménage rangent leurs outils, aspirateurs, balais, machin chose, ramassettes, les petits chariots. Et puis là, je trouve une pelle en métal, avec un beau manche en bois. Je m'en suis emparé. Et puis dans le bâtiment, il n'y a pas de cave. Mais je me suis rendu compte que je pouvais ouvrir l'ascenseur et taper les collègues avec la pelle dans l'ascenseur pour essayer de les coincer là. C'est à ce moment-là où je me suis réveillé. Je pense que j'ai dû un peu m'agiter en les tapant dans leur dernier retranchement. Si je devais relier ça à l'ambiance du boulot, effectivement, il y a une espèce à la fois de torpeur, parfois il y a des crispations de la direction, mais qui sont totalement dénuées d'intérêt. Et puis il y a une espèce d'ambiance diffuse, de malaise. C'est quelque chose dans une espèce de fin de règne, comme ça. Parfois, on rit entre nous, d'ailleurs, en se disant au revoir, on dit peut-être à demain. Ou le matin, on se voit, on se dit, tiens, on est combien aujourd'hui? Parce que parfois, tu as l'impression que tu rentres dans les bureaux, il y a une ambiance un peu sinistre comme ça, où chacun, évidemment, tout le monde est occupé, fort occupé à travailler dans son bureau. Mais du coup, on se croirait un dimanche, quoi. Là où il devrait y avoir une dynamique de la vie. Mais il y a aussi, par exemple, c'est assez trivial, mais un, un verre au départ de quelqu'un, bon, on sent bien qu'après une heure, il est question d'arrêter parce qu'on ne voit pas bien l'intérêt que les gens se rassemblent parce que quelqu'un a fini sa carrière de 40 ans de service. C'est du temps perdu. Donc en fait le rêve récurrent que je faisais vraiment beaucoup, c'est vraiment le fait du tic-tic de la caisse en fait donc où je travaillais. Mais en fait c'est aussi enfin moi ce rêve-là, quand j'entendais le tic-tic, honnêtement parfois je me réveillais aussi la nuit et je comprenais pas d'où vient ce tic-tic, et ça aussi le tic-tic il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était les tic-tic du scan en fait de la caisse. Et en fait, c'est le son que j'entends toute la journée, à partir de 8h, de 8h30 quand le magasin est ouvert. C'est le son que j'entends, ça des fois jusqu'à 7h30, jusqu'à 8h. Et donc c'est ça, c'est le tic-tic enfin, voilà. Et en fait, c'est pas tit, tit, c'est vraiment le tit, tit, tit. Il faut être super rapide, c'est un minimum de 30 articles minute, donc voilà. Si vous entendez juste tic, tic, ça veut dire que la personne, elle travaille pas bien, elle avance pas vite. Il faut vraiment entendre le tic, tic, tic. Si vous entendez le tic, 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 ça c'est très bien. Ça veut dire que la personne... elle fait passer du monde et que sa caisse elle avance quoi. Donc pour vous c'est bien, enfin
le responsable du magasin, c'est bien, c'est que la personne qui est en caisse est en train de bien travailler. C'est un rêve que j'ai fait en arrivant à l'administration. Donc, j'avais un parcours plutôt associatif et ONG. Et quelques jours après avoir commencé à l'administration, j'ai rêvé que j'arrivais dans mon bureau et qu'on avait muré la fenêtre qui me permettait de voir le ciel. Et voilà. Mais donc, l'explication est importante parce que en ayant travaillé plutôt dans un environnement de petites équipes avec des objectifs assez clairs sur le pourquoi, le comment on faisait ce qu'on faisait, quand j'ai quitté ce monde-là pour intégrer l'administration, j'ai des amis qui m'ont dit d'abord, quand on vend son âme au diable, il faut pouvoir en négocier le prix, donc je me suis dit déjà dans quoi je m'embarque. Et puis un autre ami qui est psychanalyste et qui m'a dit... En tout cas, dans une administration comme ça, tu dois au moins avoir une fenêtre, ne perds pas le contact avec le ciel, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout un code par rapport à la fenêtre dans une administration, universitaire une fenêtre, chef de service 2 fenêtres, directeur 3 fenêtres, etc. Donc ce genre de choses-là est assez codé et la symbolique de la fenêtre est importante. Et donc j'étais ravie de découvrir en arrivant là que j'avais une fenêtre avec vue sur le ciel, et ce rêve est arrivé très vite après. Donc j'arrivais le matin dans le couloir et il y avait des odeurs de ciment frais, de plâtras, de gyproc. Et j'ouvre la porte de ce bureau et la fenêtre avait été murée. Donc je me suis réveillée quand même en me disant c'est très symbolique cette histoire. On m'a privée aussi sans doute de cette dimension vers l'extérieur, vers la liberté, vers l'espace ouvert. Donc ça, c'est vraiment ce rêve qui est resté aussi très frais dans ma mémoire. Ça fait un rêve qui date d'il y a 7 ans et demi même. Et je le visualise encore comme cette nuit-là. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je tire un peu le message de ce rêve qui pour moi était vraiment une espèce d'enfermement. Donc, j'avais changé d'environnement, j'avais changé de contexte de travail et ça avait une certaine symbolique d'emprisonnement aussi. Je renonçais à des tas de choses qui avaient fait le bonheur professionnel avant. Donc c'était pas un cauchemar non plus, c'était pas un drame, mais ça avait une force quand même. Le message était assez clair et je me suis dit bon ben voilà, ou bien j'accepte que je me prive de liberté, ou bien il faut assez vite que je retrouve autre chose, une autre dynamique. Voilà, après, c'est vraiment un rêve qui a continué à m'accompagner pendant ces années-là, et qui a été confirmé aussi par des commentaires comme faisaient certains collègues en me disant « tu me fais penser à un oiseau exotique dans une cage ». Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose dans ce rêve qui est un message qui a accompagné aussi ma vie dans cette administration, qui n'a pas été qu'un enfermement, mais je me suis dit clairement, j'ai changé de camp, et est-ce que c'est ce camp-là dans lequel je veux poursuivre ma carrière ?
En fait, je suis au bureau. Je suis en train de traiter mes dossiers. Ce sont des dossiers d'accidents de travail. Mon rôle, c'est de veiller sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs. C'est la phrase que j'utilise généralement. Et la médecine du travail me rapporte le corps d'un travailleur décédé. C'est un homme d'une 50aine d'années, chauve, nu, gros, bedonnant, déjà un peu vert et noir. Et on me le met dans les bras. Je ne suis même pas dégoûtée quelque part, ce qui me surprend un peu parce qu'a priori, ça devrait me dégoûter. Et en fait, ce corps, il devient de plus en plus lourd. Je me dis ouf, quoi, parce que c'est quand même une masse qu'on met dans les bras. En fait, la médecine du travail me le donne parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et moi, je ne sais pas très bien quoi en faire, donc je le conduis dans mon bureau et je veux l'asseoir dans le fauteuil en attendant, quoi. Et le problème, c'est qu'il est déjà tout raide, donc je n'arrive pas à l'asseoir. En plus, avec le fauteuil à roulettes, ça va pas, quoi. Et puis, l'image d'après, je suis en haut de la cage d'escalier du travail parce que c'est la fin de la journée et je veux rentrer chez moi, mais j'ai toujours ce cadavre avec moi et je suis en haut des escaliers. Je sais pas comment je vais faire pour descendre parce qu'il est lourd, parce qu'il est encombrant, parce qu'il est raide et que je sais pas quoi en faire et que par respect, je peux pas le laisser là. Et puis l'image d'après, je suis à côté de ma voiture, de nouveau avec lui à côté de moi et puis sur le parking du travail. Et l'image d'après, je suis dans le salon plutôt dans la salle à manger de mes parents. Le corps est posé dans le salon. Il est posé sur une table basse dans le salon. Il dépasse évidemment, mais il est tout raide. Donc, le mort, je le connais. En fait, c'est un de mes anciens collègues. C'est pas lui, physiquement, c'est pas lui, mais c'est lui, quoi. Donc, dans mon rêve, c'est lui et c'est normal que ce soit lui. Et ce collègue, il a été soit mis à la porte, soit il a démissionné, soit il est plus là, quoi. Et les informations sont telles que moi je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi il n'est plus là. Donc je suis chez mes parents et je suis assise autour de la table de la salle à manger. Je parle avec maman et le corps est dans le salon, sur la table de salon. Et pendant que je parle avec maman, tout d'un coup on entend vraiment un bruit d'air qui sort comme ça et je dis à maman, c'est rien, il est tombé, mais je vais le ramasser, quoi. Et donc, en effet, le haut du corps, la tête, les épaules, les bras, tout ça est par terre. Et il reste juste les reins et les jambes sur la table basse du salon. Et donc, je vais pour le prendre et à ce moment-là, il me regarde. Donc, en fait, au départ, quand je l'ai reçu, il avait les yeux blancs laiteux. Il avait pas de regard. Et là, les yeux blancs laiteux se transforment et deviennent bleus et me regardent. Et le regard devient de plus en plus précis, de plus en plus grand. Mais à la fin, je ne vois plus que ça, je ne vois plus que ce regard, quoi. Je me réveille en sursaut et j'arriverai pas à me rendormir. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais me rendormir, je vais refaire le même rêve et encore pendant plusieurs jours d'affilée, quoi. Et comme en plus je dormais beaucoup jour et nuit, donc je l'ai fait un certain nombre de fois celui-là. Ce que je peux en dire, d'abord, qui est ce corps? Oui, c'est peut-être mon collègue, mais c'est peut-être moi aussi, ou c'est peut-être les embêtements du travail que je porte, les dossiers dont l'employeur ne veut pas s'occuper, que les autres organismes vont nier, mais que sur le terrain, on voit, quoi. On voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des difficultés, qu'on voudrait pouvoir traiter, mais que les autres n'ont pas envie d'écouter, n'ont pas envie de porter. Et c'est nous qui les portons. Et quelque part, on les porte où? On les porte chez soi, mais pas là où il faut. Pas là où on peut. Pas là où ça sert. J'ai l'impression que pour l'instant, oui, je me pose beaucoup de questions sur à quoi je sers. Bon, je vais relater donc un rêve qui pour moi fut un cauchemar. Donc ça concerne mon ancien travail. Donc je travaillais dans un bureau de comptabilité qui était situé à Bruxelles. Moi habitant la région liégeoise, donc j'avais une voiture de société et j'effectuais du covoiturage. Donc j'allais chercher 3 collègues féminines et j'ai vraiment vécu une journée complète de travail comme ça, où à partir du moment où je quitte mon habitation, je monte dans la voiture, je vais chercher mes collègues sur un point de ralliement sur l'autoroute, et puis on tombe dans le stress journalier, puisque c'était à Bruxelles des embouteillages autoroutiers,
Et le stress d'arriver, parce qu'on avait quand même 1 heure maximum pour arriver au boulot. Puis on arrive là, je dépose mes collègues pour qu'elles ne soient pas en retard. Je devais aller garer la voiture. Et puis moi-même me rentre dans mon bureau. Et le patron était un patron très caractériel. Donc, il était très vigilant sur les heures d'arrivée, etc. Vraiment un despote, il ne respectait pas beaucoup les travailleurs à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il craignait une relation vraiment de peur chaque fois qu'on le voyait, etc. Parce qu'il n'était jamais content de ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on faisait. Et alors je suis arrivé, et moi, le temps d'aller garer la voiture, il était déjà au-dessus de l'escalier. Alors il dit, c'est à cette heure-ci que t'arrives. Et il citait mon nom comme ça, tout haut. Et puis j'arrivais dans mon bureau, il y avait déjà d'autres collègues assis à leur poste de travail. Je les salue comme tous les jours. Donc je vivais vraiment quelque chose de réel. Puis le temps de m'asseoir, de commencer à allumer l'ordinateur. Et puis je me précipitais tout de suite, je faisais beaucoup d'encodage comptable qui devait être fait journalièrement et lui attendait toujours des résultats. Il fallait qu'à 11 heures précises, tous les encodages du matin soient terminés, tout ça. Et on vivait tous comme ça parce que dans une crainte, parce qu'il était tout le temps à l'affût, il repassait dans le bureau, il regardait ce qu'on faisait, il épiait chaque mouvement. Si on avait une tasse de café, il disait « Ah, on a déjà pris le café », enfin, etc. Je vivais vraiment ça. Et puis, me voilà même appelé dans son bureau pour voir où on était et pour avoir des reproches, parce que j'étais quand même un délégué syndical dans l'entreprise, donc il y avait quand même un rapport qui ne se passait pas très bien, enfin, entre patron, vous savez bien, les délégués syndicaux. Et ça s'ajoutait aussi à la crainte, et c'était aussi pour me reprocher, oui, t'es en retard là-dedans, je t'avais dit de faire telle chose, etc. Donc puis je retournais à ma place, et je continuais mes encodages que je faisais presque toute la journée, plus du téléphone, parce qu'il y avait aussi des appels téléphoniques, etc. Vraiment une journée de travail complète, avec mes collègues, tout autour de moi, tout l'environnement. Et puis, même chose, le soir, on repartait tous ensemble pour se donner rendez-vous dans le hall, mais il était déjà là en disant aussi « Ah, vous repartez déjà », etc. Et c'était tout le temps comme ça, il était vraiment quelqu'un de caractériel, qui se fâchait tout le temps, qui imprégnait une peur, quoi. Et voilà, je pense que ce rêve-là a ressurgi comme ça, parce que c'était lié à des craintes journalières que nous avions. Et j'ai vécu ça pendant 16 ans sous sa direction parce que, bon, il y avait 32 ans que je travaillais dans l'entreprise et 16 ans, donc ça représente quand même la moitié de ma carrière là-bas. Et voilà, donc je me suis éveillé le matin vraiment avec un sursaut, des palpitations et je me demandais, ah, je suis en retard, je dois... Et puis j'ai seulement réalisé, mais non, c'est terminé, ça, je vis, j'ai un autre boulot, quoi, j'ai autre chose, voilà, la crête. Comment elle a pu ressurgir, et pour moi c'est vraiment un cauchemar, parce que je m'y suis cru toujours, vraiment, et voilà quoi, avec tout ce que ça, la peur d'arriver en retard, enfin cette peur-là, tout était réel quoi. specifiek de laatste. En de zover komt er nog zo. Ja, want
wel in instrumenten, of niet? Ah ja, sorry. Dus dat je niet op O&O-projecten of beurzen. Ja. Ah ja, Francis, en ik moet dat nu rapporteren aan de minister en aan de... En ja, dan houdt hij op en dan moet dat... Zullen we komen? Hoe meer op heel zou spelen, die sociale woningen nemen. Het is niet anders dan de moeilijke dingen die in Thomas Om benieuwd te zijn van J'étais dans mon bureau. Ah, il y avait une porte vitrée qui me séparait de mon assistante. Et je suis tombée. Je suis tombée de ma chaise. Alors elle est venue, elle m'a relevée, elle m'a installée, elle m'a remise assise. Et puis est arrivé dans le bureau, par sa porte à elle, est arrivé un collègue. Et il est arrivé au moment où elle me ramassait, il est venu s'asseoir près de moi, et il m'a pris dans ses bras et il avait l'air absolument effondré, il murmurait comme ça. Et puis des infirmiers sont arrivés et m'ont mis sur une civière. Et j'étais dans ce couloir et j'avais la notion que dans ce couloir, j'allais voir des collègues. Et j'étais partagée entre l'envie qu'ils sachent ce qui arrivait à un de leurs collègues et l'envie qu'ils ne me voient surtout pas dans cet état. Et à un moment, je me suis rendu compte que la couverture qu'on avait mise sur moi était pas transparente, mais elle me permettait à moi de les voir sans être vue. Et qu'au fond, ça c'était la bonne solution, je m'étais dit. On m'a conduite sur cette civière et on m'a emmenée dans une salle qui avait l'air d'être l'infirmerie. Et j'ai vu autour de moi un groupe de collègues qui étaient emmaillotés dans des bandelettes blanches. Tout leur corps était emmaillotés comme ça, les bras étaient collés contre leur corps et on ne voyait plus d'eux comme des grandes, pas squelettes, pas sarcophages, enfin je cherche le mot, et bandés à hauteur d'homme, hein, c'était vraiment eux, et ils étaient figés, ils ne pouvaient pas marcher et on ne voyait juste plus que leurs yeux. Et moi j'arrivais sur cette civière et je voyais ce qui m'attendait et je parlais avec des gestes, je faisais des gestes pour dire j'ai perdu la voix, je n'ai plus de voix, je n'ai plus de voix. Et en disant ça, c'est avec mes mains qui s'agitaient dans tous les sens,
C'est comme si j'anticipais ce qui allait m'arriver et que j'allais être une nouvelle qui allait rejoindre le groupe de ceux qui avaient déjà été emmaillotés, ligotés, bâillonnés et réduits au silence. Ce rêve me revient souvent la nuit du dimanche au lundi, qui est souvent la plus stressante. Je me retrouve dans l'équipe avec laquelle je travaillais, où je reprends ma place, mais où tout d'un coup, à la fin du mois, quand je veux me faire payer, je n'existe plus. Je demande au service comptable de me réinscrire. Et là, c'est une fin de non-recevoir systématique. Et donc, je suis dans cette équipe et gère comme une âme en peine, sans savoir si je vais être payé à la fin du mois, mais je travaille. Et je donne de ce qui est le meilleur de moi-même, mais sans avoir aucun retour. J'ai l'impression d'être un fantôme. J'ai l'impression d'être là, de faire mon boulot, mais sans exister. Et ce rêve revient chaque fois avec cette demande d'être rémunéré à la fin du mois. Je suis comme un bénévole. Je suis un bénévole qui bosse, mais qui est en fait subsidié par le chômage. Et c'est angoissant, parce que je me dis toujours, à la fin du rêve, quand ils vont me mettre sur la liste de paiements où je récupérerai une rémunération, je me dis comment je vais rembourser le chômage qui me paye pour l'instant. Et c'est obsédant. Au réveil, je suis, mais alors totalement, presque en transe, de me dire, mais à quoi je sers? À quoi je sers encore?
En fait, mon rêve commençait ici sur cette chaise. Et ça commençait par un très grand clac, un grand craquement. Et en fait, ce craquement correspondait à l'ouverture de ma calotte crânienne. Donc il y avait tout un pan d'os de mon crâne qui se soulevait. Et puis, après, en fait, il y avait toute une série de petites chaises qui s'installaient autour de l'ouverture béante de mon crâne. Et sur les petites chaises s'installait toute une série de petits personnages, très petits, avec la particularité qu'ils avaient en main des cuillères extrêmement longues, des cuillères qui faisaient 5 à 10 fois la hauteur du personnage, très longues et très fines. Et donc les gens plongeaient dans mon crâne et se nourrissaient de moi finalement. Et donc après le rêve s'arrêtait, c'était pas plus long que ça. Et en fait, au début c'était un rêve et puis après c'est devenu vraiment une image tout à fait fixe. Donc chaque fois que je m'asseyais ici sur la chaise pour commencer ma consultation, j'entendais ce bruit et je voyais l'image apparaître des gens qui me mangeaient finalement. Et donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ce rêve? Je crois qu'il y a des choses qui sont assez claires. Il y a le fait que toutes ces petites chaises comme ça, c'était vraiment l'image de ma salle d'attente, des gens qui étaient installés en rond ou à peu près et qui attendaient finalement. Le fait que ça porte sur le crâne, c'est quand même un travail qui est essentiellement intellectuel, donc c'est un peu normal que les choses se situent là. Mais alors ce qui avait quand même de plus inquiétant, c'était finalement la longueur des cuillères, des manches des cuillères, parce que voilà, ça voulait dire quand même que les gens ne se contentaient pas de la matière grise qui était dans mon cerveau, mais qu'ils allaient vraiment beaucoup plus profondément jusqu'à l'intérieur de moi-même. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu alarmée dans ce rêve. Je suis ingénieur et je travaille dans une société d'ingénieurs dans le domaine de la construction. Mon rêve, il se passe dans un bureau, qui est le bureau de mon directeur. Et il est debout et il marche beaucoup en parlant, il parle beaucoup. Et comme d'habitude, on discute de la manière de voir l'évolution de la société. Et on n'a pas le même avis. Donc lui, ne tenant pas beaucoup compte de l'humain, tenant compte plus des résultats, et moi essayant de protéger les employés, en fait, de ce nouveau management beaucoup plus dur, beaucoup plus rigoureux. Oui, je pense que j'exprime que je ne suis pas d'accord, mais je sais qu'à un certain moment, je n'ai pas d'autre... Il n'y a pas de dialogue possible, donc qu'est-ce que je fais? Je sors et je claque la porte. Déjà comme signe de non-accord avec lui, parce que j'en trouve plus d'autres. Parce que je suis plutôt quelqu'un qui essaye de convaincre et de dialoguer, et je ne suis pas quelqu'un de violent, donc... Le fait de claquer la porte, c'est déjà un premier passage vers quelque chose. Puis je sors et il me rappelle, je ne sais pas ce qu'il me dit. Je ne sais pas ce qu'il me dit, mais c'est pas du tout important parce qu'à ce moment-là, il se passe un déclic. Je me dis, j'ai plus qu'une solution, c'est le tuer. Enfin, je me dis pas, mais je sens ça et je sens une violence énorme en moi et je vais vers lui.
Il est très grand, très fort, mais j'ai absolument pas peur. Et je sais que c'est la seule solution pour m'en sortir. Je vais vers lui pour le supprimer, pour arrêter cette situation intenable et le rêve s'arrête. Le rêve part du fait que je dors. Donc je rêve que je dors. Je dors, tout se passe bien. Et puis les choses commencent à s'agiter un petit peu autour de moi. Je me rends compte que je ne suis pas tout à fait dans mon lit. Je suis dans un autre lit. Et il y a aussi de l'agitation tout autour. C'est une salle assez grande qui a l'air d'être un dortoir. Donc il y a d'autres personnes qui dorment là. Et là, je crois que je commence déjà à me sentir mal à l'aise, évidemment. J'essaye de comprendre ce que je fais là et finalement, il y a le petit côté rassurant de « Ah, je ne suis pas à mon travail, non, mais en fait, je suis à la concurrence. » Ah bon, je suis à la concurrence, mais ça se passe autrement. Et en fait, il m'explique que le dortoir, il sert à être disponible. Hein, donc, on peut dormir et puis... on peut faire des interventions une fois qu'on a dormi. Et par la suite, je vois qu'il y a dans le fond du dortoir une porte avec un éclairage où apparemment il y a de l'activité. Et puis le rêve il se termine par le fait que mais voilà, t'as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. Mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller, alors va falloir aller décrocher le téléphone. Et là c'est à nouveau le travail qui me retombe dessus. Donc, moi, je travaillais sur un plateau d'assistance pour l'assistance technique autoroutière, c'est-à-dire les interventions pour les voitures qui tombent en panne, pour les rapatriements. J'ai travaillé là pendant 15 ans et donc j'ai vu quand même toute l'évolution. Il se fait que d'abord, le nombre d'appels augmente, puisque les automobilistes augmentent. Donc, il y a un surcroît de travail. Mais les dernières années, on a pu constater que l'organisation du travail se faisait de manière séquentielle. Donc, on essayait de tout saucissonner, de manière à pouvoir évaluer, pouvoir calculer la productivité, en fait, de chacun. Le problème par rapport à ça, c'est pas tellement en séquence, mais que le fait de se retrouver dans une société où finalement on ne voit plus vraiment le sens global de ce pourquoi on est là. Il faut savoir que quand la société a été reprise, les premières mesures, ça a été de supprimer des choses. On parlait des moments de coup de feu, une saison ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est très intense. Il se fait qu'on recevait une prime. C'était pas grand-chose. Franchement, il n'y avait pas de quoi pavoiser, mais il y avait une prime, il y avait quelque chose. Eh bien, la première mesure, c'était « Ah, il n'y en a plus ». Voilà, la situation financière n'est pas bonne. La société a été très mal gérée. Donc, on va prendre une mesure, ça, on ne va plus le faire. Je trouvais ça intéressant de savoir d'être repris par une multinationale, derrière cette société, maintenant, une force financière qui est quand même colossale. C'est intéressant de savoir que ces sociétés-là, la première mesure qu'elles mettent en place, c'est de retirer une cacahuète, quoi. Ah, il y avait une deuxième mesure, c'est un peu ridicule comme ça, mais il y avait le souper annuel de la société. Ah, cette année-là, la première année, quand on ne va pas le faire, on fera ça quand on sera remis, hein, quand on a récupéré de l'argent. Sans doute qu'ils avaient des problèmes de trésorerie, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais... Et ça va de biais là avec
avec mon épuisement personnel. Mais ce sont ces petits saupoudrages comme ça qui viennent aussi quand même vous affaiblir. On en arrive même à se rendre compte que la société est reprise, puis finalement c'est une direction hollandaise qui vient, et elle s'étonne qu'on se dise bonjour comme nous on le fait. On va chez les gens, on leur dit bonjour à chacun. Ah tiens, nous on le fait pas. C'est amusant, c'est une remarque, vous pouvez continuer. Mais c'était quand même surprenant qu'on relève le fait qu'on se dise bonjour, quoi. C'est une drôle de société, cette société-là. Donc je travaille dans une société d'assurance depuis 28 ans. Depuis 5 ans, je travaille dans une cellule qui fait partie d'un call center, mais plus particulièrement dans une cellule d'acceptation, donc un degré d'appel pour les décisions plus compliquées. C'est vrai que je fais pas mal de rêves maintenant, puisque je suis en incapacité de travailler pour le moment depuis le mois de février. J'ai rêvé par exemple que je reprenais le travail et que je n'arrivais plus à suivre. Et ce qui était anodin pour mes collègues était complexe pour moi. Et que mes collègues, quand elles voulaient m'aider, elles ne pouvaient pas parce que la chef leur disait qu'elles allaient se retarder dans leur travail. Et donc personne ne pouvait m'aider. Je suis terrifiée par la reprise de travail. Je suis terrifiée, j'ai vraiment une grosse panique, surtout quand l'échéance arrive, de mon incapacité. J'ai rêvé par exemple que je reprenais le travail et qu'on avait mis toutes des nouvelles procédures au point et que tout me paraissait compliqué. Donc je n'arrivais déjà pas à me loguer avec mon téléphone, donc à me connecter avec mon téléphone. Et malgré tout, j'ai mon téléphone qui sonnait et j'avais un district manager néerlandophone qui me disait qu'il avait un client très important, qui avait un château, un yacht, etc. Et que je devais absolument prendre une décision. Et puis la communication se brouillait et je stressais parce que j'avais rien su faire pour son dossier. Après, toujours dans ce rêve-là, je rêvais qu'il y avait un gestionnaire sinistre gradé qui était là, qui me disait que je devais téléphoner à l'économa pour qu'il ait une paire de ciseaux. Et je me fâchais du mépris
pour qui il me prenait de devoir aller faire son larbin, et je me fâchais sur lui en disant qu'il n'avait qu'à faire ça lui-même, que j'étais pas téléphoniste, et je me fâchais tellement fort que ma voix s'est cassée, il n'y avait plus de son qui sortait. Et je me fâchais, je continuais à me fâcher sans son. Dans ce rêve-là aussi, je rêvais qu'il y avait une rambarde en haut, et j'avais une collègue qui était très triste parce que son enfant était mort, et elle montait, et je sentais qu'elle allait faire un acte malheureux, et je la prenais dans mes bras, et je la retirais près de moi pour qu'elle ne soit plus dans le danger. Il y a eu effectivement un suicide au travail. C'est très sinistre, hein, parce que vous avez le bâtiment comme ça, et puis il y a une terrasse, et cette terrasse, c'est une terrasse qui donne sur le mess. Et donc cette personne s'est suicidée à l'heure de midi, est tombée sur la terrasse de tous les gestionnaires qui étaient au mess, et qui ont vu la personne s'effondrer. Oui. Voilà. La société veut, comme toute société commerciale, que les chiffres soient toujours améliorés. Et donc, du coup, on doit toujours faire un volume plus grand avec moins d'employés. Normalement, ils veulent qu'on décroche dès la première sonnerie. La première sonnerie, mon mari, qui travaille aussi, lui travaille dans une banque, il dit que chez eux, on leur dit l'inverse. On dit de jamais répondre à la première sonnerie, que ça donne à l'interlocuteur l'impression qu'on n'a rien à faire et qu'on attend qu'un appel arrive. Donc, vous voyez, il y a toujours à boire et à manger là-dedans. Notre productivité est aussi calculée en nombre d'appels. Donc, si vous voulez, quand on fait une opération à l'écran, un gestionnaire qui encode un contrat, il y a un monsieur, un spécialiste qui est venu pour minuter nos opérations et faire une statistique un peu moyenne. Quelqu'un qui va faire un nouveau contrat, c'est autant de minutes. Quelqu'un qui va faire un changement dans un contrat, ce qu'on appelle un avenant, c'est autant de minutes. Une opération, un changement d'adresse, une opération mineure, c'est autant de minutes. Et les appels, tout ce qu'on a comme appel est informatisé. Donc ils ont des listings, on sait combien d'appels on a eu, combien de temps. Parce que si on a mis trop de temps, c'est aussi louche. Hein, vous imaginez, on a peut-être téléphoné à son voisin pour prendre de ses nouvelles, hein, comme si on avait que ça à faire. Et notre team leader nous a fait savoir qu'il écoutait nos conversations sans qu'on le sache. Donc il ne nous prévient pas. Donc à tout moment, lui sait prendre l'écoute, nous mettre sur écoute, écouter tout ce qu'on raconte. Il faut savoir qu'on est un grand plateau, c'est un paysager. Hein. Il doit y avoir une 40aine de personnes, et pour les femmes, il y a 2 toilettes. Donc vous allez 50 fois aux toilettes et vous revenez à votre place parce que vous ne savez pas faire la file d'attente, tellement il y a des gens qui attendent. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas perdre du temps, sinon si on reste là dans la file, c'est comme vous étiez resté 1 heure à bavarder. Hein. Chez les téléopérateurs, ça, c'est Kermesse aussi. Hein. Bravo, tu as dépassé les 100 appels. Comme si c'était alors les autres. Oh, moi, je ne les ai pas eus. Ah oui, ça va comme ça. Donc les gens savent se comparer au niveau des chiffres. Et donc du coup, il a gagné le team leader. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ils vont donner un maximum, prendre plus d'appels pour aussi être reconnus. C'est complètement pervers. Je sais que je me plains, mais mes collègues, pour des raisons valables ou non, ils sont tout le temps en congé de maladie. Donc, comme je ne suis jamais absente, j'ai toujours des journées difficiles. Des journées parfois où je suis seule en acceptation au lieu de 6, avec tous les dossiers en néerlandais, tous les gens que je dois rappeler, parce qu'on a le wallboard avec les gens qui attendent, on a la boîte mail qui ne peut pas être en retard et qui l'est. Il y a toujours plus ou moins 180 demandes en retard. On a notre boîte mail à nous qui ne se vide pas avec les urgences, les appels de réclamation parce qu'on n'a pas traité les mails qu'ils nous ont envoyés, les collègues du front qui ont des clients au téléphone et qui viennent nous demander ce qu'ils doivent faire, les collègues du bac, quand ça dépasse leur degré de décision, ils viennent aussi chez nous. Maintenant, ils nous envoient des mails pour qu'on fasse ça aussi. Alors, il y a les callbacks aussi. On reçoit aussi des mails où on doit rappeler quelqu'un. Il y a la formule des petits papiers qu'on vient vous donner, mais aussi les mails qu'on reçoit avec un callback. Et c'est comme ça tout le temps. On est tout le temps en plus interrompu dans son travail. On doit aller vite pour des décisions importantes qui sont lourdes de conséquences. On est tout le temps dérangé par des collègues, du front, du bac. On est dérangé par le téléphone et par tout le temps quelqu'un qui vient réclamer parce que c'est pas encore à jour. Voilà. C'est impossible à tenir. Moi, je trouve impossible à tenir. Moi, je ne peux plus. Voilà. Je ne peux plus tenir cette urgence constante rend fou. Et moi, elle me rend du folle. Mais quand je suis à la maison et que je ne dois pas aller travailler, je fonctionne tout le temps. Je fonctionne. Et ça me vient de l'intérieur. Et j'ai un peu cette déformation du bureau où je dis en permanence, je suis dans le retard, je suis toujours débordée par le volume que je ne parviens pas à faire, que à la maison, je ressens ça tout le temps aussi. Je ne sais pas comment, et je vous assure, je vais vous faire rire, mais je dois changer de mes poules, je cours pour le faire. Hein.
Parce que je sais que je pense dans ma tête ce que je dois faire après, j'ai peur de l'oublier. Au moment où je fais quelque chose, je pense déjà à ce que je vais devoir faire après. Je ne parviens plus à me calmer. Moi, je travaille depuis 20 ans dans la même entreprise. Et donc, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de sécurité sociale. Et je suis cadre. Et donc, j'ai rapidement monté les échelons du terrain. Je suis passée à la direction. Et à ce moment-là, je me suis mis la pression parce que j'ai voulu remonter une situation catastrophique et faire, c'est ce que je dis toujours à mon service, vous êtes mon bijou. Et je veux donc que mon service soit vraiment un exemple et fonctionne bien. Et il y a eu aussi une grosse attente de mes employeurs qui voulaient que je remonte le niveau et tout ce que l'ancien directeur avait refusé, qu'on le concrétise. Et en 1 an et demi, j'ai travaillé comme une folle et mes collaborateurs aussi, ce qui avait une très grosse pression. Et je crois que c'est cette ambiance-là qui a généré le rêve que je vais raconter. Et j'ai rêvé, j'étais plus jeune, apparemment j'étais dans ma chambre. La maison qu'on habitait se situait près de l'aéroport de Zaventem. Et donc j'étais dans ma chambre, je regardais par la fenêtre, comme ce que je faisais quand j'étais petite. Et soudain, je vois un Boeing qui arrive dans l'espace de la fenêtre. Je me dis, c'est pas le trajet habituel. Et il vient vers moi. Et ce Boeing arrivait, je le voyais arriver vraiment sur la fenêtre, énorme, et il percutait la maison, et la maison volait en éclats, et moi j'étais dans les morceaux, je disais, je vais mourir, mais j'ai pas mal, c'est bizarre, et puis paf, je mourrais dans l'accident, ce qui est quand même rare dans les rêves, parce que d'habitude on meurt pas, et ça fait déjà le 2e rêve où je meurs, et je me suis dit, tiens, ça doit être en rapport à cette énorme surcharge de travail, et je vais perdre la vie. Et régulièrement, j'ai l'impression que je donne tellement pour mon boulot que je vais mourir. En fait, c'était merveilleux au boulot, vraiment. Et il y a eu une intensification, mettons, vers 2011-2012. Et je me suis mis à rêver boulot depuis cette période-là. Et maintenant, comme je suis vraiment quasi en surmenage, c'est très intense aussi. Et il y a des périodes où je m'en souviens. Et il y a des périodes où c'est le blackout. Je me souviens de rien de ce que j'ai rêvé la nuit. J'ai des gens formidables, j'ai 62 personnes que je coordonne. Ceux qui sont en burn-out et en surcharge, ce sont les gens du terrain. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec les exclusions du chômage, il y a beaucoup de gens qui doivent être vus. C'est difficile de faire la part des choses. Là aussi, ils reçoivent la lourdeur de leur histoire. Et puis, il y en a qui estiment qu'ils ont droit à tout, donc ils sont très agressifs. Il y a beaucoup de menaces sur mon équipe, de menaces de violence. Et on leur demande des choses qui leur semblent absconses.
Donc dans des réinsertions, moi je me suis déjà fâchée en disant qu'on veut réinsérer des gens, enfin on veut nous obliger à réinsérer à tout craint des gens dans un monde du travail alors qu'il n'y a plus de travail. Et je leur ai dit, à des hauts niveaux, mais chaque fois maintenant, moi je ne sais plus rester calme, je me fâche tout le temps et je leur dis, commencez par créer des emplois, les gens ils iront travailler, on n'aura pas besoin de les réinsérer et donc les gens sont malades de la société et eux qui doivent ramer en essayant de faire la part des choses, ça je dois faire un dossier de ceci, ça je dois les réinsérer et pour finir ils ont une telle pression qu'ils craquent et ça me rend malheureuse parce que je voudrais les aider mais je ne sais pas comment donc j'essaie d'être tout le temps inventive, je vais encore de trouver un système alternatif et que je suis occupée à monter, à mettre, mais ça demande une énergie de dingue. Et parfois, je m'en veux parce que je suis tellement mal moi-même qu'avant, j'avais beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, je prenais du temps pour les gens. Et là aussi, avec la pression de tout ce que je dois faire, je sais plus être patiente pour écouter la souffrance d'autrui. Ça me va loin parce que j'ai toujours été un peu aussi une espèce de psy des autres. Et c'est fini, hein, je sais plus.